peu que ce pays en fait soit enclavé, car les frontières de cet État n'ont pas cessé justement d'être à géographie variable. Donc regardons le voisinage des empires et la formation du territoire. Avant toute chose, qui sont les Roumains? Contrairement à la majorité des peuples de l'Europe orientale, les Roumains ne sont pas des Slaves, mais des Latins. Ils parlent une langue latine, c'est probablement l'héritage des légions romaines, puis des colons romains que l'empereur Trajan a installés au IIe siècle après Jésus-Christ, afin de protéger la rive gauche du Danube contre les invasions barbares. On voit ici une carte de l'Empire romain à cette époque. On repère le tracé du limès, c'est-à-dire les frontières externes de l'Empire romain, et on voit l'empreinte de la Dacie romaine. En fait, cette influence de Rome demeure importante dans la Roumanie d'aujourd'hui. La voiture nationale, par exemple, s'appelle Dacia, tout de même. Et plus sérieusement, il y a la langue, qui est proche de l'italien. Il y a comme une mémoire collective pour un peuple latin entouré de Slaves. Et puis, de toute façon, il y a des traces, c'est-à-dire tout un fond archéologique très riche. Alors, les Romains se sont repliés à l'intérieur du limès au IIIe siècle après Jésus-Christ, sous la pression des barbares visigoths. On a donc historiquement très tôt la confrontation entre les peuples des steppes et les peuples sédentaires, et ce schéma de civilisation va se reproduire plusieurs fois dans cette région-là. Par exemple, on oublie souvent que les Mongols sont venus jusque-là au XIIIe siècle. Alors justement, comment s'est opérée la formation étatique de ce territoire? Alors si on prend une carte de géographie physique, il faut y placer au nord les fleuves Dniestre et Prout, qui, au fil de l'histoire, vont former frontière avec la Russie ou l'URSS. Au sud, le Danube, qui traverse une bonne partie de l'Europe orientale avant de se jeter en mer Noire. Au centre, la chaîne des Carpates et les Alpes de Transylvanie. Alors on le voit, ces deux chaînes de montagnes forment comme la pointe d'un triangle, et il faut souligner cette géographie physique du pays, car une fois n'est pas coutume, les territoires politiques qui se forment avec la montée en puissance des princes semblent avoir pris ces fleuves et ces montagnes comme des frontières naturelles. Alors ces territoires, c'est ce qu'on a appelé les principautés danubiennes, et ils viennent là se loger dans ces espaces géographiques. Au sud, entre les Alpes de Transylvanie et le Danube, la principauté de Valachie. Au nord, entre les Carpates et le Dniestre, la principauté de Moldavie. Et à l'intérieur du triangle viendra se loger la principauté de Transylvanie, qui sera longuement sous l'influence des Habsbourg. En fait, ces principautés font partie de l'histoire collective des Roumains. On trouve par exemple en Moldavie une immense statue d'Alexandre Couza, qui est un héros national, pour avoir été prince élu ayant réuni pour la première fois, avec des institutions communes, les principautés de Valachie et de Moldavie. Cette réunion des deux principautés en 1859 est importante car c'est le début de la formation de la Roumanie, nommée ainsi à cause de la latinité, comme une descendance de Rome. Et si on regarde un instant le drapeau national d'aujourd'hui, il est formé des couleurs des deux principautés, bleu et rouge pour la Moldavie et jaune et rouge pour la Valachie. Il y avait au centre les armes royales qui ont été supprimées lors de l'arrivée du régime communiste et remplacées par l'emblème de la République populaire, et cet emblème sera lui-même supprimé à la fin de la dictature en 1989. Alors la reconnaissance internationale de l'État de Roumanie se fait en 1878 au traité de San Stefano. En gagnant sur les Ottomans la région de la Dobroudja, ce qui ouvre sur la mer Noire, et en perdant au profit de la Russie une partie de la principauté de Moldavie, c'est-à-dire un territoire situé entre le Prout et le Dniestre. En fait, pour comprendre, il faut sans doute se replacer dans la configuration géopolitique du milieu du XIXe siècle. La Roumanie est conçue comme un État tampon, construit avec l'appui juridique et militaire de la France, de Napoléon III, car l'idée, en fait, c'est de tenir à l'écart trois grandes puissances de cette époque. L'Autriche-Hongrie, qui pèse sur la Transylvanie et s'avance dans les Balkans, les Ottomans, dont la pression de leur empire colonial s'exerce constamment par le sud et par l'est depuis le XVIe siècle, et la pression de la Russie, qui s'exerce plutôt par le nord, pour tenter d'accéder au détroit. Alors les guerres, on le sait, forment et déforment les empires ou les États,
Et en 1918, la fin de la Première Guerre mondiale voit la fin de l'Empire d'Autriche-Hongrie et la fin de l'Empire ottoman. La Roumanie se voit ainsi placée aux côtés des alliés vainqueurs, donc en position de force, et elle agrandit son territoire de la Transylvanie à l'ouest, de la Bucovine au nord, de la Bessarabie à l'est et de la Dobroudja sur la mer Noire, en profitant de la défaite bulgare. Alors c'est ainsi que s'est formée la Grande Roumanie, dans une extension territoriale en fait supérieure à celle que nous lui connaissons aujourd'hui, puisque cela englobait alors la Bessarabie. Eh bien, cette région de Bessarabie, elle va finalement la reperdre après la Deuxième Guerre mondiale. La Roumanie, en effet, est un allié de l'Allemagne nazie jusqu'en 1944, et l'URSS, à la victoire, récupère la Bessarabie et la Bucovine du Nord. L'après-guerre, évidemment, est un tournant majeur pour la Roumanie. L'URSS est au nombre des pays vainqueurs. Au terme d'élections truquées en Roumanie, les communistes emportent 70% des sièges au Parlement, puis écartent les sociaux-démocrates du pouvoir. L'URSS va donc pouvoir imposer une dictature communiste à Bucarest à partir de 1947 et l'intégrer dans ce qu'on avait appelé le bloc de l'Est, et ce, jusqu'à l'arrivée de Gorbatchev. On se souvient de la fin de la dictature en Roumanie en décembre 1989, avec l'exécution de Ceausescu qui régnait sur le pays depuis 1965. Alors on le déduit, le poids de l'histoire est immense. Mémoire des voisinages impériaux, territoire national avec des frontières en accordéon, mémoire d'une très longue dictature et de la Securitate, c'est-à-dire l'ancienne police politique du régime. Alors aujourd'hui, la Roumanie n'est plus une dictature. Elle est entrée dans l'OTAN en 2004, elle est candidate à l'entrée dans l'Union européenne depuis 1995 et devrait rejoindre les 25, en principe, en janvier 2007, si elle remplit toutes les conditions et si l'acte d'adhésion est signé. Alors, dans une prochaine émission, je vous parlerai du pays tel qu'il est aujourd'hui, les problèmes de transition qu'il rencontre, les solutions qu'il trouve, son adaptation assez rapide aux règles de l'Union à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, la situation géopolitique nouvelle que pose le voisinage. Au nord de la Roumanie, l'Ukraine vient d'amorcer sa révolution démocratique, et à l'est de la Roumanie, on a la République de Moldavie, cette ancienne Bessarabie prise entre ses origines roumaines, son attirance pour l'Europe et sa difficulté à sortir de l'orbite russe. Si vous voulez approfondir votre connaissance sur l'histoire de ce pays, je vous conseille de consulter les cartes qui sont dans cet atlas de la Roumanie, qui est édité à la documentation française sous la direction de Violette Ray. Si vous vous intéressez à la culture de ce pays passionnant, je vous signale que le Centre culturel roumain de Paris contribue à l'édition d'une très bonne revue qui s'appelle Seine et Danube. Celle que j'ai là est consacrée aux écrivains allemands qui vivent en Roumanie. Et puis n'oubliez pas de lire La Nuit bengali de Mircea Eliade ou d'aller voir l'atelier de Brancusi au Centre Beaubourg, des sculptures superbes. La revue Lire, pour son 30e anniversaire, consacre tout un dossier aux écrivains roumains d'aujourd'hui. Et puis, un livre qui n'a rien à voir, mais je tenais à vous en parler, c'est l'histoire de l'émigration juive à Nancy entre 1870 et 1945. C'est un certain nombre d'archives qui ont été réunies par Charlotte Goldberg. Charlotte Goldberg avait 6 ans quand elle était dans un camp de concentration et elle a décidé de faire tout un travail de mémoire et qui a été publié tout à fait récemment par le collectif pour la mémoire des enfants juifs déportés. Voilà, je tenais à mentionner cette existence, ça fait aussi partie de notre mémoire. Alors, si j'ai été trop vite, vous pouvez retrouver tous ces éléments, ces références, en français et en allemand, sur le site du Dessous des cartes, arte-tv.com.